de vous présenter ce dispositif avec donc Olivier Tétard, qui est le référent, l'élu référent sur le tennis scolaire de la Ligue. Donc voilà, donc je vous mets en page en présentation le document. Voilà. Hop. C'est bon, vous l'avez? Vous me dites? Ouais, c'est bon. Ok, super. Alors par contre, si vous pouvez éteindre vos micros de manière à ce qu'on n'ait pas trop de bruit parasite. Et puis si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à lever la petite main et après, évidemment, réouvrir votre micro pour poser la question ou donner une anecdote ou autre, il n'y a pas de souci, on est à votre écoute. L'idée de ce matin, c'est avec Olivier de vous présenter le dispositif de la cour au cours. L'État a fait un petit état des lieux de là où on en est sur le déploiement en Bretagne. Voilà, donc juste dans le constat, enfin dans le postulat de départ, pourquoi un dispositif comme celui qu'on va vous présenter? Simplement parce qu'il y a une convention qui a été lancée en 2019 avec, voyez sur cette slide les différents protagonistes. Donc il y a le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, l'UNSS, l'UCEP et la Fédération française de tennis. L'idée un petit peu justement de cette convention, il y a trois grandes lignes qu'il faut retenir. L'idée de cette convention, c'est de créer un jeu de cours d'école. Également, c'est que l'objectif, c'est que la cour devienne un lieu de jeu sportif pour les enfants et la possibilité de réinvestir le travail fait en classe. Donc, on vous expliquera un petit peu comment va se présenter ce dispositif après. La cible pour de la cour au cours, c'est les enfants de cycle 1. Donc voilà, pour rappel, les enfants de cycle 1, c'est les enfants de maternelle, hein, petite, moyenne et grande section. Voilà, aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est un dispositif qui vient vraiment en complémentarité avec ce qui existe déjà. Donc peut-être parmi vous, certains interviennent déjà dans les écoles. Là, l'idée, c'est que justement, on travaille auprès des professeurs des écoles pour pouvoir justement mettre le tennis un petit peu dans l'imaginaire des enfants. Comme le montre cette slide, ambition et objectif. Ambition, pourquoi? Parce que c'est, comme je vous le disais, passer directement par les professeurs des écoles pour intégrer ce dispositif, donc avec la mise en place de formations sur la base du volontariat et dans l'intégration aussi de leur travail. Donc Olivier vous l'exposera un petit peu aussi après. L'objectif, comme je vous le disais, c'était voilà, inscrire le tennis dans l'imaginaire de l'enfant le plus tôt possible et de proposer un concept assez innovant pour justement et finalement se caler un petit peu. Il y a d'autres disciplines qui le font aussi et c'était d'être un petit peu visionnaire là-dessus et puis de mettre dans la cour, dans la classe, des balles, des raquettes, etc., pour que justement les enfants puissent après, dans un deuxième temps, pourquoi pas, venir dans les clubs. Olivier, si tu veux intervenir sur cette slide. Ouais, oui, bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour encore à tout le monde. Juste, Tony, quelques petites précisions, parce qu'on est tellement dans le truc que certaines fois, je pense qu'il y a des appellations que tout le monde ne connaît pas, en fait. Dans la convention, je voulais juste savoir si tout le monde était au clair sur ce que c'était que l'UCEP, Canopé, l'UNSS, ce sont des sigles qu'on voit régulièrement, mais il me semble important que nous qui sommes au niveau de la Fédé, on en soit bien au clair sur les partenaires, l'intégralité des partenaires de ce dispositif-là. En fait, c'est un dispositif qui est accompagné très fortement dans le cadre des contenus en fait de formation par Canopé. Alors Canopé, c'est un institut qui est accolé en fait à l'Éducation nationale, qui fournit en fait beaucoup de ressources pédagogiques en direction de l'Éducation nationale, que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée, université.
Donc ça, c'est important parce que vous allez souvent entendre parler pendant l'heure de canopée, et vous le verrez plus tard aussi. Un élément à prendre en compte, parce qu'effectivement, on s'adresse à un public plutôt de maternelle, c'est aussi la dimension de l'UCEP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'union, tu me dis, Christian, si je me trompe, c'est l'union sportive des écoles publiques, c'est ça? C'est ça c'est cela. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est également une association qui, on va dire, qui est un petit peu à l'interface entre l'éducation nationale et les écoles, enfin voilà, qui accompagne les écoles dans la dimension du sport scolaire. Alors, on en reparlera tout à l'heure entre la différence entre le sport scolaire et le PS, mais effectivement, c'est un partenaire dont on reparlera tout à l'heure, qui est un acteur fondamental du sport à l'école. Il y a donc l'UNSS, c'est la même chose, mais à partir du collège, donc ça nous intéresse moins ici. Et puis, il y a un autre organisme qui n'est pas cité dans la Convention au niveau national, mais qui quelque part, nous, au niveau de la Ligue de Bretagne, nous importe de contacter parce que c'est l'UXEL. Donc l'UXEL, on va dire, c'est globalement un petit peu le pendant de l'UCEP sur les écoles privées. Donc ils n'apparaissent pas dans la Convention, mais nous, au niveau de la Ligue de Bretagne, il nous semble important de ne pas chanter les élèves des écoles privées au prétexte que l'école privée ne serait pas ciblée dans la Convention. Ça me semblait important, je ne sais pas ce que tu en penses, Tony, de pouvoir rappeler un petit peu ces partenaires-là, en fait. Si, bien sûr, tu as raison. C'est vrai que j'ai été un peu rapide, Non, mais tu as raison de repréciser le rôle de chacun, ouais. Alors, les appellations. Voilà, et du coup, c'est la transition sur cette diapositive. Moi, je dis plutôt diapositive, hein. J'ai un petit peu de mal avec le mot slide. Donc, non, mais c'est général. Parlons français. Ouais, voilà. Donc, toujours dans la présentation générale un petit peu de cet univers entre l'école et la Fédération française de tennis. Comme le disait Tony, il y a déjà des choses qui existent, qui sont mises en place. Alors, pour ce qui nous concerne là ce matin, effectivement, c'est tout ce qu'on appelle le tennis scolaire, c'est ce qu'on voit beaucoup apparaître. Donc, c'est plutôt ciblé sur les écoles primaires. Il y a des clubs qui déjà collaborent avec des écoles, avec des classes de grande section dans cette dimension de tennis scolaire. Voilà, il y a pas de souci, c'est plutôt quelque chose de positif. Ce qu'on souhaite avec Tony mettre en avant ici, c'est non pas de mettre en place une forme d'étanchéité entre ce qu'on appellerait le dispositif de la cour à la cour et le dispositif qu'on appelle le tennis scolaire. Il n'y a pas lieu d'être, si ce n'est que le tennis scolaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est basé sur la co-intervention. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe quasiment tout le temps. Il y a des enseignants qui font du tennis, des enseignants des écoles qui font du tennis sans faire appel à des intervenants extérieurs, hein. Il y en a quelques-uns, mais la plupart du temps, ça se passe en co-intervention où l'éducateur du club travaille avec l'enseignant de l'école à la mise en place de séquences. Voilà. L'idée pour nous là, sur ce dispositif-là, c'est de faire en sorte que on permette aux élèves, aux collègues de maternelle d'être quasi autonomes dans la mise en place de ce dispositif. Donc c'est ce qui est marqué, c'est vraiment un dispositif qui part du professeur des écoles. Et nous, le défi avec la Ligue, avec l'UCEP, avec Canopée, c'est de faire en sorte que celui-ci soit le plus rapidement possible autonome dans la mise en place de ce dispositif, c'est-à-dire qu'il va inclure à la fois des temps de motricité, donc ils sont clairement inscrits à l'emploi du temps de la classe, mais également des temps, on va dire, à dimension plus culturelle, à dimension plus langagière, et puis à aussi de voir comment on pourrait s'approprier l'espace de la cour, pas seulement pour faire de la motricité, mais l'espace de la cour pendant les temps de récréation, avec l'idée que si on part sur le fait que si on dépose une raquette et une balle dans une cour maternelle,
Il peut y avoir à un moment un début de nouveauté qui ferait que les enfants s'en empareraient, mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse accompagner la collègue pour qu'elle puisse mettre en place des choses sur le temps de classe qui pourraient migrer de manière assez naturelle, ou en tout cas c'est ce qu'on vise, pour qu'on ait des images du type des enfants qui, c'est ce qu'on a vu dans une ou deux classes sur la région parisienne, des enfants au moment de partir en récréation près d'une caisse, dans le couloir ou dans la classe, et puis avec cette caisse-là, avec un petit peu de matériel, parce qu'ils ont déjà rencontré ce matériel-là sur les temps de motricité, aller dans un espace dédié sur la cour, par exemple, et mettre en place tout naturellement ce petit atelier et qu'ils puissent fonctionner en autonomie, en sachant que là, ils sont vraiment en autonomie. Ils sont pas encadrés par les enseignants, puisqu'on ne fait pas de l'EPS, on ne fait pas de motricité pendant les cours de récréation. Mais l'idée, là, justement, c'est qu'ils puissent investir un lieu et c'est très bien vu actuellement par l'éducation nationale parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoles qui réfléchissent à la notion de climat scolaire sur la cour de l'école. Ouais. Voilà globalement un petit peu une présentation un petit peu des deux dispositifs qui nous concernent un petit peu plus sur les écoles, en sachant que la dimension du collège ne nous intéresse peut-être pas forcément ce matin. Voilà. Okay. Je continue juste un tout petit peu, Tony. Oui, bien sûr. L'idée, c'est que nous, au niveau de la fédération et la ligue, comme le disait Tony, c'est qu'on fasse le maximum de choses pour que ce que nous, on connaît des jeux de raquettes et du tennis en particulier, puisse être déployé dans les écoles de telle sorte que les élèves puissent développer les compétences scolaires qui sont liées à tout ça. Et on change, on en reparlera un petit peu plus tard dans la mise en place et le déploiement. Sur ce dispositif-là, on changerait un petit peu de mode de fonctionnement dans le sens où ce dispositif-là, il part de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le travail des conseillers pédagogiques et Christian Pasquiau est présent ici, il pourra prendre la parole s'il le souhaite. C'est que c'est vraiment un dispositif qui sera déployé parce que l'enseignant aura répondu ou aura signifié son envie de s'inscrire dans ce dispositif parce qu'il lui aura été présenté par la direction académique ou les conseillers pédagogiques départementaux ou les conseillers pédagogiques de circonscription à l'échelle des secteurs. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on change un petit peu la donne aussi sur l'idée que dans ce dispositif-là, mais comme dans le dispositif de tennis scolaire, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a déjà eu des réunions de concertation avec les différents acteurs de l'éducation nationale, on n'est pas sur un principe de recherche de licence scolaire. L'éducation nationale nous a bien rappelé qu'on devait inscrire ce dispositif-là dans un principe totalement vertueux qui fera qu'effectivement, si des enfants découvrent l'univers du tennis à l'école maternelle, il n'est pas exclu qu'ils aient envie d'aller plus loin et qu'ils frappent à la porte des clubs. Voilà. Donc, comme le disait Christian, la demande de l'enseignant est première, tout à fait. Voilà. Tony, si tu as des choses à rajouter sur cette diapo, je te laisse la parole pour la suite. Écoute, j'ai trouvé ça très complet. Je rajouterais, voilà, peut-être pour compléter, ou pour argumenter, c'est que ce dispositif innovant, en fait, il se fait en 3 phases, en fait. Donc, il y a évidemment une formation préalable des professeurs des écoles, mais l'idée, c'est qu'il y ait 3 temps, c'est-à-dire qu'il y ait un temps avant d'aller dans la cour de récréation faire des situations de jeu de tennis. Il y a un temps avant de préparation pour que ce soit, comme c'est écrit, transversal avec d'autres contenus pédagogiques des professeurs. Exemple, voilà, le professeur peut très bien imaginer en amont faire de la géométrie avec un terrain de tennis, avec des petits, pour leur montrer ce qu'est un rectangle, avec une balle, ce qui est rond, etc. Donc vraiment que ce soit complètement intégré dans les contenus. Un temps dans la cour avec de la pratique en lien avec le tennis, bien évidemment, mais en complémentarité avec les programmes scolaires sur le développement moteur de l'enfant en général ou des choses comme ça, par exemple. Et un 3e temps derrière avec un retour en classe des enfants sur, pourquoi pas, ça peut être très bien des ateliers coloriage ou autre pour les tout petits, mais ça peut être aussi des sorties scolaires en lien avec l'UCEP ou l'UXEL, hein, bien sûr, sur le privé ou le public, dans un club, dans un événement d'un département,
pour que les enfants s'imprègnent complètement de l'activité. Donc c'est pour ça que ce qui est écrit programme 360, c'est vraiment un programme complet pour que les enfants s'imprègnent complètement de notre sport quelque part. Voilà, si on reste un petit peu chauvin. La suite, si tu veux. Oui, sauf on peut peut-être voilà. Tony, on peut peut-être faire une petite pause. Peut-être qu'il y a des Oui. questions déjà à ce moment-là. Il n'y en a pas de notifiées dans le chat, mais on peut peut-être faire une petite pause par rapport à ce moment-là. Et puis on pourra dérouler après, effectivement. Ouais. Oui, Christian, tu veux peut-être prendre la parole justement par rapport à ça, en sachant que Christian est le conseiller pédagogique départemental du Finistère, mais qui a été un petit peu missionné au niveau de l'Académie de Rennes pour nous accompagner dans ce déploiement. Christian, tu veux prendre la parole peut-être? Je ne souhaite pas être très bavard, hein, évidemment. Non, mais vas-y, au contraire. Non. Mais en effet, dans la présentation que Tony a fait des 3 temps, ils sont importants, mais je rajouterais un 4e temps, pour être un peu plus complet, c'est celui du temps, alors on va schématiser et l'appeler le temps de l'éducation physique et sportive, même si en maternelle, ce n'est pas cette appellation qui est dans les programmes, c'est un domaine de compétences autre, mais bon, pour simplifier, qu'on parle de la même chose, on parle d'un temps de travail moteur pour les enfants. Et on s'est rendu compte quand même que si on laisse les raquettes dans la cour et les balles, les enfants vont peut-être jouer avec, mais ils auront de plus fortes chances de jouer avec s'ils ont vu avec leur enseignant, maître, maîtresse, et les éducateurs aussi, un temps spécifique dans le temps qui correspond à un temps d'éducation physique et sportive, qui correspond à un temps d'apprentissage vraiment tourné vers les jeux de raquettes. Et sans ce temps-là, on risque de ne pas développer beaucoup la motricité des enfants uniquement dans la cour d'école. Voilà ce que je voulais dire. Si vous en êtes d'accord. Nous buvons tes paroles, Christian. C'est gentil. Je coupe mon micro. D'autres éléments, soit par le chat ou en prenant tout simplement la main sur le micro? Est-ce que, oui, j'ai une question. Est-ce que la plupart des écoles, des enseignants adhèrent ou adhéreraient à ce principe, ou il est possible qu'on ait des écoles ou des enseignants ou des enseignantes qui soient réfractaires? Alors moi, je peux répondre si tu veux, Olivier. Vas-y. Il y a une expérimentation qui a été faite dans 2 ligues franciliennes. Aujourd'hui, ils ont commencé il y a un peu plus de 2 ans ce dispositif, voilà, pour être un peu ligue pilote. Il y avait peu d'enseignants au départ et en 2 ans, un peu plus de 2 ans d'ailleurs, ils sont à plus de 200 écoles, j'ai bien dit écoles, hein, qui lancent ce dispositif. Donc c'est exponentiel et ça plaît énormément parce que c'est un programme complet. Donc aujourd'hui, à nous d'essayer de le décliner dans notre ligue. On vous donnera avec Olivier tout à l'heure un peu l'état des lieux de là où on en est. Voilà, mais en tout cas, sur les retours d'expérience des autres ligues qui ont mis en place ce dispositif, il n'y a pas vraiment de difficultés, en tout cas, ou de retours négatifs de la part des professeurs des écoles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Ce qui semble... Ouais. J'ai levé la main pour faire un complément, Tony. Un complément oui. qui est fondamental. C'est qu'en fait, là, sur ce dispositif orienté vers les maternelles, nous sommes confrontés à une difficulté, je dis réglementaire, où certains départements, au niveau national et au niveau de l'académie aussi, pensent que les maternelles ne sont pas des priorités pour les interventions extérieures. C'est-à-dire que de conduire des séquences, des séances d'activités physiques et sportives, quelle que soit la thématique, dans le tennis et dans les jeux de raquettes, c'est pas pour les maternelles. Donc certains départements sont très frileux au fait d'ouvrir les portes de l'école maternelle à des intervenants extérieurs. Pourquoi ça? Là, j'ai essayé d'expliquer en quelques mots. Plus il y a d'intervenants dans une école maternelle, plus les enfants sont
en difficulté de repérage. On pense ce qu'on en veut, mais bon, c'est ainsi. Et les formations avec intervenants extérieurs sont très peu développées au niveau national. Donc, on est confronté à ces difficultés de comment pouvoir entrer dans une école, comment accepter, nous, de laisser entrer les intervenants. Et ça ne peut se faire que sur un dispositif qui est réfléchi, qui est partagé, qui est conjoint. C'est-à-dire que vous aurez du mal, là je dis ça, je me tourne vers les éducateurs de tennis, vous aurez du mal à rentrer aisément dans une école maternelle, sans être accompagné par un conseiller pédagogique et par l'inspecteur de la circonscription, par exemple. Donc tout l'intérêt de ce dispositif, c'est de travailler vraiment en synergie pour justement faciliter, non pas les entrées dans les écoles, mais faciliter les interventions et les accompagnements dans ces écoles maternelles. Voilà. Merci Christian. Je précise aussi par rapport à ce que disait Tony, ce qu'on commence à avoir dans le Val d'Oise, et c'est quelque part, ça veut dire qu'on commence à atteindre un petit peu l'objectif, surtout pour le bien des élèves, c'est que il y a un taux de reconduite du dispositif, c'est-à-dire qu'un enseignant ou une enseignante qui est rentré la première année dans le dispositif, qui a été accompagné, alors pas forcément avec un éducateur, il a été accompagné avec un formateur, par exemple, ou en tout cas, il a été accompagné sur des séances où il a été accompagné en amont de la séquence pour outiller au maximum les collègues enseignants pour qu'ils mettent ça en place. En fait, le dispositif, il continue. Donc, en fait, c'est tout bénéfice parce qu'en fait, voilà, l'école est devenue autonome dans ce dispositif-là. Donc, il n'y a quelque part plus besoin de l'accompagner. Et on sait une chose, c'est que pendant plusieurs années, les cohortes d'élèves de ces écoles-là vont pouvoir bénéficier des ressources et vont pouvoir pratiquer, entre guillemets, des jeux de raquettes dans la cour ou dans les séances de motricité. Donc, c'est quelque part, c'est le cercle vertueux dans lequel il faut qu'on essaye de s'installer. C'est plus les choses se mettront en place sans que nous ayons à intervenir, mieux ce sera pour les élèves. Et du coup, quelque part aussi pour le tennis derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Arnaud, un dénommé Arnaud. Oui, oui, bonjour. Merci déjà. Moi, je suis hyper content. Enfin, on a déjà parlé ensemble, Tony, de cette démarche que je trouve super de faire d'apporter le tennis dans l'école sans avoir forcément l'arrière-pensée de recruter tout de suite et puis de prendre des licences scolaires. Moi, c'est quelque chose que je suis persuadé que c'est une très très bonne chose. Et juste une question, j'imagine que vous allez y venir après. Puisque c'est déconnecté des clubs et des structures, nous, enseignants de club, si on est là, c'est parce que l'idée derrière, c'est de mettre en place des partenariats Ligue, Éducation nationale, avec des pôles d'enseignants qui peuvent intervenir sur le territoire pour aider les enseignants de l'éducation nationale. Comment ça se passe? Tu veux répondre, Olivier, ou... Oui, je peux répondre. Oui, enfin, on peut répondre ensemble, il n'y a pas de souci. Vas-y. Alors, actuellement, il y a deux éléments de réponse dans la réponse. Actuellement, on est en train de réfléchir le dispositif là, il s'avère que je suis aussi conseiller pédagogique. Bon, voilà, donc je suis un petit peu aussi dans la boutique de l'éducation nationale et quand Tony m'a parlé de ce dispositif là, je suis actuellement en train de le tester avec une collègue de moyenne section, grande section, qui n'a aucun, le tennis pour elle, c'était quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais mené, alors qu'elle a une très, très grosse expérience de la maternelle. Et en fait, les outils qu'on vous présentera tout à l'heure, je me suis dit, on va essayer de voir de quelle manière elle va s'en saisir. Et le constat qui est fait actuellement, c'est que malgré la qualité des ressources, il semble encore un petit peu compliqué pour des enseignants de maternelle de pouvoir mener ce dispositif-là avec toute la richesse qu'il comporte. Donc, actuellement, mais ce n'est qu'une réflexion, on s'interroge sur la
possible mobilisation d'éducateurs de tennis que Tony connaît bien, qui ont une appétence particulière sur ce public, ce jeune public de moins de 6 ans, pour voir dans quelle mesure ils pourraient venir accompagner sur un temps précis l'enseignant pour que les choses se déroulent, entre guillemets, du mieux possible. En tout cas, que l'enseignant ou l'enseignante gagne en sérénité sur ces séances-ci. Donc ça c'est un projet, mais qui effectivement, et c'est pour ça qu'il est actuellement discuté au sein de la Ligue, mais il est aussi discuté avec nos partenaires que sont l'Éducation nationale, parce que comme le disait Christian Pasquiau, l'Éducation nationale, dans son ensemble, ne perçoit pas forcément très favorablement l'arrivée d'intervenants extérieurs au niveau maternel. Donc c'est pour ça qu'on a tout un travail à mener de ce fait-là. Alors après, il y a aussi une autre possibilité, c'est que justement ces enseignants-là, puisqu'ils vont s'inscrire dans ce dispositif auprès de l'Éducation nationale, ils vont bénéficier d'une formation en amont de ce dispositif. Je crois que Serge est autour de la table. Je sais que moi, je fais partie des enseignants qui ont bénéficié à un moment d'une formation en tant qu'enseignant avec Serge sur le tennis scolaire. L'idée, ce serait évidemment aussi que les formateurs de l'Éducation nationale, sur ces temps-là, soient aussi accompagnés dans cette formation-là on va dire, de personnes qui seraient jugées expertes et en capacité d'accompagner ce dispositif en tant qu'enseignants de tennis ou des gens comme Tony ou des gens qui sont directement au niveau des clubs. Donc ça, c'est pour tout ce qui serait peut-être de l'ordre de l'action directement auprès des enseignants, soit pendant les séances ou en amont. Mais il y a, alors là c'est peut-être plus Tony, je vais te laisser la parole, il y a cette idée aussi de se dire que si je suis enseignant dans un club et que je sais que dans l'école, une école qui est à proximité immédiate du club où j'exerce, mène ce dispositif-là, il faut que le club se mette dans la capacité à peut-être accueillir des enfants de 4 ans qui ne seraient pas, entre guillemets, vierges du tennis. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Tony, par rapport à cette partie-là, parce que c'est quand même plus ta partie. Oui. Écoute, pour essayer de compléter, de répondre aussi à la question d'Arnaud, on vous donnera un petit peu l'état des lieux de la situation actuelle en Bretagne, mais l'idée dans un deuxième temps, c'est en effet c'est ça, c'est-à-dire d'être de proposer aux futurs professeurs des écoles ou aux écoles, aux directeurs des écoles qui sont en train ou qui vont mettre en place ce dispositif, une aide d'un enseignant professionnel, sachant que cette aide ne sera qu'une aide, j'ai envie de dire, un petit peu extérieure. C'est-à-dire que ce ne sera pas l'enseignant, le professeur, on ne se trompe pas dans les mots, ce ne sera pas le prof de tennis qui fera la séance, mais qui sera là pour soutenir le professeur des écoles, l'accompagner dans sa démarche pédagogique sur des évolutions de situation, sur des propositions d'exercices en lien avec les contenus que le professeur des écoles veut mettre en place, etc. Donc oui, on va avoir besoin de créer un pool d'enseignants de tennis qui soient motivés et qui ont envie de faire cela. Et en parallèle, on communiquera évidemment auprès des clubs concernés, voilà, en leur disant, voilà, nous sommes en train de faire une formation auprès de professeurs des écoles dans votre secteur. Soyez prêts à accueillir d'éventuels enfants qui seraient motivés par la pratique due à ceci qui a été fait dans la classe, par exemple, ou dans l'école de la ville. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là, l'aspect enseignement et l'aspect aussi accueil. Donc, il est évident que on a un gros travail aussi de communication à faire. C'est aussi pour ça qu'on est avec vous ce matin, pour vous présenter ce dispositif, mais aussi pour vous donner un petit peu les tenants, les aboutissants derrière. Donc, il y a côté club, côté enseignement. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais aussi Arnaud, ça te va comme réponse? Non, c'est parfait. C'est très clair, tous les deux. Merci beaucoup. Bon, bah, super. Après, on va surfer un petit peu sur ce qu'on vous a dit, hein, mais comme le disait Olivier tout à l'heure, Canopé, hein, donc, qui est un réseau de création, hein, qui édite les ressources pédagogiques pour l'éducation nationale. On vous enverra le PowerPoint tout à l'heure et vous aurez aussi le lien pour télécharger si ça vous intéresse ce document-là. Donc,
Canopé a créé en lien étroit, hein, entre l'éducation nationale et la DTN, dont Valérie Albaret était en charge sur ce dossier. Donc c'est vraiment en lien avec nous, avec notre activité. Donc ils ont créé un fascicule de 8 activités avec des fiches comme on vous l'a mis sur cette diapo, hein, du coup, pas slide mais diapo, où vous avez des propositions d'exercices, des situations de jeu. Il y a même un QR code, vous voyez, où il y a une vidéo à l'appui avec le matériel dont les enseignants, de professeurs des écoles, pardon, ont besoin, etc. Et c'est très progressif. Voilà, il y a des possibilités d'évolution en des situations, en simplifiant la situation, en complexifiant, etc. Donc c'est assez complet. Voilà, donc vous pourrez le télécharger. Il y a 8 fiches dedans. Tout est expliqué, pardon. C'est assez clair. Et nous, notre rôle de Ligue dans ce dispositif, bah, c'est de mettre aussi à disposition du matériel. C'est pour ça qu'on a mis quelques photos à côté de raquettes, de sacs de balles. On a aujourd'hui constitué 15 kits, dont Olivier, par exemple, sur son expérimentation en utilise un, qu'on fait évoluer aussi, ce kit, en fonction de ses retours, des retours de terrain. On a rajouté les petites raquettes que vous voyez en bas, là, un petit peu raquettes style raquette mouche, là, mais qui sont très faciles d'apprentissage pour les enfants. Voilà, on continuera de faire évoluer ces kits pour être le plus près possible de ce dont ont besoin les professeurs des écoles dans les cours. Voilà, donc ça, on met à disposition ces kits-là pour les futurs professeurs des écoles qui en auront besoin pour pratiquer l'activité. Voilà. Ensuite, voilà, donc qu'en est-il en Bretagne? C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, regardons d'abord les 5 leviers stratégiques, hein. C'est un petit peu notre déroulé, notre fil conducteur de mise en place. Donc l'idée, c'est que activer l'écosystème FFT, bah, en Bretagne, c'est fait. On a créé une cellule spécifique pour ce dispositif. Activer les réseaux Éducation nationale et UCEP, etc. Tout ça, ça a été fait. On a fait 3 réunions avec les différents conseillers pédagogiques des départements, voilà, où chacun a pu donner son avis sur ce dispositif, son envie de le mettre en place ou pas. Comme le disait Christian tout à l'heure, il y a, voilà, tous les départements, on ne se le cache pas, on veut être transparent avec vous, hein, tous les départements ne sont pas sur le même pied d'égalité aujourd'hui sur ce dispositif. Il y en a qui sont motivés pour le mettre en place, d'autres qui attendent de voir comment ça peut se faire, un autre département qui, pour le moment, n'est pas très, a d'autres priorités, on va dire. Donc, voilà, nous, notre idée, c'est d'essayer de convaincre pour que vous puissiez, vous, dans tous vos clubs, tous les départements, tous les comités, là, pouvoir mettre en place à moyen terme, voir en tout cas ce dispositif se mettre en place dans les écoles de vos départements. Donc, comme le disait Olivier, il y a une expérimentation qui est en cours, donc à Riec. Voilà, si vous avez des questions peut-être à poser à Olivier là-dessus, n'hésitez pas. Et comme je viens de vous le dire, une composition de 15 kits. Voilà, on est en capacité d'en proposer, pourquoi pas plus, si bien sûr ce dispositif, ce que l'on souhaite, prend forme à grande échelle. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse. Les photos que vous voyez, c'est des photos qu'Olivier a faites lors de son expérimentation. C'est pas des choses qu'on a récupérées, hein, c'est lui qui les a faites. Donc, vous voyez bien que c'est des moments d'échange avec la professeure des écoles là, c'était sur un cours, mais aussi dans la classe. Voilà. Donc, si peut-être vous avez des questions à Olivier, peut-être, ou Olivier, si tu veux donner un peu ton expérience. S'il y a des questions, c'est des questions aussi, peut-être. Ouais, non, après, l'idée, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, hein, c'est surtout accompagner une collègue en la mettant, voilà, je dis, on se met dans la situation où une collègue découvre cette ressource Canopé,
se disent mais ça a l'air pas mal cette histoire, je m'y collerais bien. Et donc du coup, je me suis dit bah on regarde un petit peu comment ça se passe, de telle sorte qu'on puisse voir un peu les petites failles de ce qui apparaît sur les ressources Canopé, alors sachant qu'on est en train de les retravailler de nouveau là, hein, d'accord. Et ce qui est truculent, hein, moi j'utilise ce mot-là, c'est de voir que justement l'enseignante, elle agrémente très spontanément et très facilement ce qu'on a prévu de temps de comptine avec des lectures en classe, des lectures pendant les séances de motricité. On met en place aussi des éléments d'évaluation qui n'apparaissent pas dans les outils Canopé, mais voilà, avec un système de petits caplas. Je réussis quelque chose, je mets un capla dans un paquet et puis je regarde combien j'ai de caplas à la fin de mon atelier. Enfin voilà, et ce sont des éléments qui sont les éléments transversaux, qui sont les éléments que tout enseignant de maternelle met en place et qu'elle arrive petit à petit à intégrer et finalement à enrichir notre réflexion sur Canopé. Oui, Christian, je vois que tu as rajouté un élément dans le chat par rapport aux objectifs, qu'effectivement, les objectifs qui ont été discutés pendant les échanges entre l'Éducation nationale, l'UCEP et la Ligue, qui quand même au départ était crispé. Donc notre objectif, c'était de faire en sorte que tout ça se décrispe. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression qu'on ne va pas très très vite, mais c'était nécessaire de ne pas aller trop vite dans un premier temps pour être sûr que ça puisse s'installer sereinement et dans la pérennité. L'idée quand même, effectivement, c'est de pouvoir faire en sorte, d'après ce qu'on a compris au niveau de l'Éducation nationale, en tout cas de l'Académie de Rennes, c'est de pouvoir lancer des appels à projets, on va dire ça comme ça, pour la rentrée de septembre 2021. Christian, si ça ne te dérange pas, tu peux prendre la parole ou tu souhaites que je continue ? Bien sûr que je peux prendre la parole, ça ne me dérange pas. Non, évidemment que nous prenons notre temps sur ce dispositif-là, en sachant que de plus, le temps en EPS est un temps un peu compliqué, complexe en ce moment, depuis la rentrée. Donc peut-être certains ont entendu qu'on devait se retrouver avec Tony, Olivier et autres partenaires. On n'a pas réussi, et c'est le contexte sanitaire qui nous a empêchés. Mais au-delà de ça, on prend notre temps parce qu'on veut vraiment réussir ce dispositif. Et s'il y avait des réticences de certains départements qui sont toujours là, qui sont levés en partie, pour être très clair aussi, c'était vraiment dû au départ avec la licence tennis prise par certains clubs qui font monter le chiffrage de licenciés sur le temps scolaire. Donc on a résolu ce problème, on est tombé d'accord avec les partenaires de la Ligue, la présidente ancienne, Madame Pelt. Je pense que c'est convenu ainsi pour que ça continue. C'est-à-dire que la licence de la Fédération française de tennis ne soit pas un objectif et ne soit pas obligatoire. Évidemment que sur le temps scolaire, c'est pas possible. Donc on a résolu ce problème et maintenant il faut continuer à travailler ensemble pour parler de la même chose et pour travailler sur ce dispositif qui soit partagé sur les départements et sur les secteurs. J'étais content tout à l'heure de voir la tête à Stéphane Schmitt, par exemple, parce que je sais qu'il intervient beaucoup en Finistère, puisqu'il est du secteur. Je le connais sans le connaître. Et l'intérêt de ce dispositif-là, c'est de dire les partenaires, les collègues éducateurs qui vont intervenir auprès des écoles, auprès des enseignants, on les connaît et on sait sur quoi ils interviennent. On a partagé la formation, on a partagé les objectifs et on sait de quoi on parle de la même chose. Et pour l'instant, on est encore à régler ces éléments-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément avec la Ligue de tennis où c'est le plus dur à régler ces éléments. Des fois, c'est entre nous, entre les 4 départements. C'est des fois aussi avec les fédérations sportives scolaires où on ne parle pas exactement de la même chose. Et donc, ça nécessite encore un peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je vais m'arrêter là, je ne veux pas être très bavard, hein, pardon, je le suis assez, ce que l'on veut, c'est qu'en septembre, ça démarre vraiment d'une manière concertée, coordonnée par la Ligue de Bretagne. C'est-à-dire qu'on veut que la Ligue réponde de ce dispositif au niveau de la qualité, des éducateurs qui auraient été désignés, je ne veux pas dire qu'on va écarter, mais on va désigner, et on va travailler sans doute à une petite échelle dans un premier temps,
mais une échelle qui garantisse la qualité. Vous avez bien compris la difficulté vers les écoles maternelles et la spécificité de ces interventions-là. Donc, on veut y aller doucement. On veut sans doute, de notre côté éducation nationale, on va voir choisir les écoles, lancer un appel d'offres très dirigé pour qu'on dise un éducateur avec une école pas loin, avec les enseignants que l'on connaît, qui sont motivés parce qu'en plus, on va pouvoir faire une formation ensemble sur un temps qui n'est pas un temps de formation reconnu par l'éducation nationale. Donc, c'est très compliqué à mettre en place chez nous des temps de formation. Donc, on va réussir, mais on veut que ça soit vraiment piloté en synergie et de façon cohérente. Voilà, j'ai pris un peu mon temps, mais j'espère avoir été plus clair. Serge, tu peux prendre la parole peut-être, du coup. Ouais, bonjour. Alors, c'est sûr que dans le dispositif actuel au niveau des écoles primaires, il y a souvent eu une déviance au niveau des clubs, à savoir que, effectivement, comme disait Christian, l'obligation pour certains de vouloir absolument faire des licences et tout ça a fait qu'à un moment donné, ça a dévié petit à petit vers le truc, alors que l'objectif initial du tennis scolaire, c'était pas ça. L'objectif initial du tennis scolaire, c'était de faire en sorte que, effectivement, les enseignants, à un moment donné, lorsqu'ils avaient travaillé un petit peu en co-animation avec les, avec les professeurs des écoles, à un moment donné, ils puissent être autonomes avec leur classe. Et ça, c'était ce qu'il y avait de mieux, je pense. Et après, il était bien spécifié que dans les clubs, ils ne devaient jamais licencier directement les élèves et dans les écoles. Ce qu'ils devaient mettre en place, c'était une animation extrascolaire sur laquelle ils pouvaient inviter éventuellement les élèves et que dans le cadre de ces applications extrascolaires, à ce moment-là, on pouvait proposer aux élèves qui étaient motivés déjà en venant dessus l'animation, on pouvait à ce moment-là leur proposer éventuellement une licence gratuite ou découverte ou ce que l'on veut avec les noms qui ont été changés. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Serge. Sauf qu'effectivement, j'en sais quelque chose puisque le club dans lequel je suis licencié actuellement, il fait ça. Et je ne suis pas d'accord du tout avec ce système-là puisqu'il licencie des centaines de gamins. D'accord ? Jusqu'au moment où, il y a quelques années de cela, il y avait même un parent qui avait intenté un procès à la fédération à l'époque parce qu'il ne voulait pas que son enfant soit licencié à la Fédération française de tennis. Et que sans le demander, il y avait un gamin qui s'était retrouvé licencié et il avait porté le P et ça avait fait du remous à l'époque. Mais bon, après, c'est resté un peu lettre morte. Bon, c'est long, désolé. Non, pas de problème, Serge. Merci, je veux bien. Serge. Ouais, juste pour la position de la Ligue, vous l'avez dit, elle est très claire là-dessus. Hein. Là, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté en termes de licence. Christian et puis Serge, vous avez raison. Le but de ce dispositif n'est pas de faire des licences. C'est pas d'intervenir et derrière d'avoir 25 élèves, 25 licences, rien à voir. C'est vraiment de mettre le tennis au cœur de l'apprentissage, au cœur que ce soit aussi quelque part un outil pédagogique pour les enfants et que directement ou indirectement, le tennis reste un petit peu dans l'esprit, dans l'imaginaire de l'enfant. C'est vraiment le fond du dispositif. Donc on ne parle pas de licence. Et c'est vrai qu'au départ, sur nos réunions, Marie-Christine a été très claire sur cette chose-là, en disant que ce n'était pas du tout un objectif pour nous. Et ça ne l'est toujours pas, et ça ne le sera pas, parce que ce n'est pas le fond du dispositif. Donc il faut vraiment que tout le monde en ait conscience. Et en effet, aujourd'hui, je pense que tous les acteurs qui sont autour de la table, quand on construit ce dispositif, en ont conscience, et le problème est résolu. Parce que c'est vrai que ça a été une vraie difficulté. Quand même. Voilà. Mais oui. Si tu me permets, oui. Par rapport à ces histoires de licence, pour revenir un petit peu sur ce que disaient Christian et Serge, aujourd'hui, peut-être qu'il faut réfléchir aussi au système par rapport aux subventions, parce que si les clubs licencient, c'est aussi lié aux subventions qu'il y a derrière.
Donc, plus tu licencies d'enfants, plus tu touches d'argent. Donc, effectivement, les clubs, voilà, ça peut être intéressant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir au niveau du système? C'est en cours. C'est en cours, Stéphane. C'est en cours de réflexion sur les aides, etc. Tout à fait. C'est en cours, cette réflexion-là. OK. Voilà. Mais encore une fois, voilà, toutes les fédérations jouent la licence, hein. Donc, voilà, c'est un sujet vaste, complexe, mais en tout cas, il est sur la table aujourd'hui de la Ligue, cette réflexion-là. Voilà. En tout cas, par rapport aux échanges qu'on a là, effectivement, comme disait Christian qui assiste aux réunions et Tony, le climat est apaisé, les choses sont sereines. La posture initiale qui était aucun intervenant dans ce cadre-là ne pourra rentrer dans les classes maternelles. Les choses évoluent parce que effectivement, que ce soit la ligue ou voilà les clubs généraux, voilà, on se porte garant en fait de cette cohérence et ce temps long qu'on veut un petit peu mettre en place. Et c'est ce qui fait que maintenant, et Christian l'a dit, visiblement, on pourrait peut-être imaginer un accompagnement par un éducateur sur 1 ou 2 moments de la séquence. Enfin, voilà, donc on avance et ça peut paraître un petit peu long, mais on a bien en tête le fait que septembre 2021, ça peut être un bon point de départ, en sachant que c'est vrai que c'est aussi ce serait peut-être sur le Finistère que les choses prendraient le plus rapidement. Et oui. J'ai aucun doute, lorsqu'on était aux réunions, sur la capacité de Christian ensuite de pouvoir convaincre très rapidement les 3 autres départements qui ne sont plus dans une posture de refus, mais de refus. Enfin, ils n'avaient pas refusé en soi, mais en tout cas, l'idée, c'est que on est de nouveau sur le haut du paquet pour pouvoir intégrer le tennis dans ce dispositif-là, également sur les 3 autres départements. Christian, tu veux prendre la parole? Oui, très simplement pour soutenir la remarque de Stéphane Schmitt sur le problème des subventions et la raison de ces licences. On a levé cette difficulté avec le rugby, avec la fédération, avec laquelle on avait la même difficulté de licence sur des dispositifs similaires. En fait, on l'a levé, me semble-t-il, en faisant reconnaître que toutes les interventions valaient non pas, ça valait pas licence, mais une intervention sur une formation, une intervention dans une école, c'est un nombre d'élèves qui sont touchés, qui sont concernés, et qu'il nous suffisait, nous, éducation nationale, de faire savoir et de signer un plan de développement, par exemple, de faire savoir que la Ligue de tennis est intervenue sur, je dis n'importe quoi, un nombre d'enseignants, 350, et surtout un nombre d'élèves, et qu'il n'y avait pas besoin de licencier pour que la Ligue de rugby, parce que je parle de rugby, puisse toucher des subventions liées à ces interventions. Et que ce n'est pas la licence en tant que telle, justement, on transformait la licence en reconnaissance d'intervention d'utilité pour la Ligue de rugby, et donc on peut penser que ça préparait pour le tennis, qui déclenche les subventions. Deuxième remarque sur ce que dit Olivier, sur la réticence de certains départements, il faut bien sûr aujourd'hui pas s'apesantir sur ces difficultés, il faut passer, faut du temps, mais on va réussir. Mais l'objectif de 0 intervention en école de la part de l'éducateur nous semble, Olivier et moi, Tony aussi, absolument impossible à tenir. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que jouer, quel que soit le jeu de raquette, mais au tennis, en école maternelle, ça demande un accompagnement, une formation de l'enseignant, et que cette formation ne peut pas suffire à elle toute seule, qu'il est nécessaire, et vous le savez très bien, non pas de faire à la place de l'enseignant, mais de faire avec l'enseignant. Alors, je disais à côté là, de 1 à 3, c'est un minimum, évidemment. Alors, on va sans doute se tenir à ce minimum dans un premier temps pour justement faire que ça puisse fonctionner en école maternelle, pour faire que chaque département ait envie d'y aller, accepte d'y aller.
Je ne veux pas dire que ça va se transformer après en moult interventions, mais on sait que sans ce minimum d'accompagnement avec les élèves, le dispositif ne pourra pas se mettre en place. Donc, on va accepter, nous, éducation nationale, je pense, de faire rentrer les intervenants extérieurs sur un nombre réduit, une formation partagée et un nombre réduit avec les élèves, d'intervention avec les élèves. Pardon. Voilà. Tout à fait. Bah, écoute, si juste on reprend nos leviers pour continuer un petit peu si vous voulez, sauf s'il y a d'autres questions. Donc, le troisième point, c'était la production et la diffusion des ressources. Ça, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec ce qu'a fait Canopé, avec la constitution des kits, etc. Le point 4, c'est formation des professeurs des écoles. Alors, vu le contexte que l'on subit depuis quelques mois maintenant, de nombreux mois, évidemment, vous vous rendez bien compte qu'on a pris du retard dans beaucoup de dossiers, comme tout le monde, malheureusement. On espérait pouvoir peut-être faire déjà des premières formations, peut-être au printemps. Voilà, c'est pour ça que vous entendez peut-être rentrée 2021, septembre 2021 ou autre, ça paraît quand même un timing plus juste aujourd'hui, vu le contexte. Voilà, donc on en est un petit peu sur ce point-là aujourd'hui, voilà, sur la situation actuelle. Alors ensuite, hop, je vous passe la prochaine, si ça veut bien. Voilà, donc on a commencé un petit peu tous ensemble à répondre à ces questions. C'était plutôt des questions ouvertes qu'on a voulu avec Olivier. D'après vous, suite à ce qu'on vient d'échanger ensemble, voilà, quels impacts pour les clubs, donc d'un point de vue des dirigeants ou d'un point de vue des enseignants. Donc, j'ai plutôt envie qu'on vous laisse la parole sur ces questions. Comment vous, comme ça à chaud, vous réagissez par rapport à ça? D'après vous, quels impacts ça peut avoir pour vous dans les clubs? On a un petit peu déjà répondu à certaines notions, tout de même. Mais... Oui, Arnaud? Oui, l'impact à partir du moment où l'intervention est pertinente, et c'est que les enfants vont connaître le tennis. On n'est pas le foot en fait, le tennis. On n'est pas le foot, on n'a pas une visibilité, même si actuellement il est compliqué de voir du foot, j'ai cru comprendre, mais on n'a quand même pas au tennis une visibilité qui nous permette d'exister très très facilement. Et puis là, en changeant un peu de sujet, c'est vrai que les droits télé, Roland Garros qui peut-être va être de plus en plus difficile à regarder, la Coupe Davis qui était un temps fort aussi le week-end où on pouvait voir de temps en temps des matchs de tennis, tout ça, ça n'existe plus. Et donc, s'il n'y a pas cette intervention dans les écoles, on a un sport qui peut rapidement, je pense, être marginalisé, puis en tous les cas ne pas rentrer dans l'imaginaire collectif des enfants. Donc, à partir du moment où il y a cette existence, et que les enfants ont cette visibilité sur ce sport, évidemment, les clubs qui sont autour des écoles peuvent avoir des effets bénéfiques avec des retombées, des demandes d'inscription chez au plus jeune âge. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que les clubs soient prêts à accueillir, effectivement, avec des enseignants formés, des enfants de 4 ans, 5 ans, et puis avec du matériel pédagogique adapté pour les faire progresser, mais ça, je pense qu'on sait faire. Donc, il faut juste être effectivement au courant de ce qui se passe autour de chez nous et être prêt à accueillir les enfants qui viendront forcément. Ça, c'est sûr, ce que tu dis, Arnaud, c'est que nous, notre rôle après, ça va être vraiment de communiquer le mieux possible, le plus clairement possible auprès de vous, les enseignants, auprès des dirigeants aussi, pour que justement, vous ayez les bonnes informations en temps et en heure, et que vous soyez prêts, comme tu l'as dit, à accueillir, et pas, entre guillemets, alors je dis ça parce que c'est arrivé sur l'expérimentation d'Île-de-France, ça a bien fonctionné, et les retours dans les clubs sont assez intéressants, et si les clubs ne sont pas prêts à accueillir des enfants de 3 à 4 ans, 5 ans, finalement, on va refuser des enfants dans nos clubs. Donc, ce qui serait quand même dommage, puisque ce dispositif ne prendrait pas toute son envergure quelque part. Même si, attention, je mesure mes mots, le but du jeu, et je le redis,
n'est pas tout de suite de faire des licences, on est bien d'accord, hein. Mais si on peut avoir quelques enfants qui viennent découvrir notre activité dans les clubs, ce serait quand même quelque chose de super. Voilà, et évidemment, on est aussi en discussion dans un deuxième temps, comme je vous disais, dans le plan de développement des compétences des enseignants. Pourquoi pas après, enfin pas pourquoi pas, mais on mettra aussi des formations en place justement pour former les enseignants à ce dispositif-là, qu'ils aient la maîtrise justement des documents canopés, etc., pour pouvoir accompagner les professeurs des écoles. Donc on a vraiment une réflexion, on pense avoir une réflexion assez globale. Est-ce que vous avez des questions ou... Oui, Serge. Oui, pardon. Vas-y, Serge. Ouais. Je voulais faire une réflexion là-dessus. Alors moi, en tant qu'ancien combattant, comme toujours, je voulais parler d'un des premiers enseignants que j'ai côtoyé au niveau de Brest, il y a une quarantaine d'années maintenant. Ce vieil enseignant m'avait dit, tu sais, au tennis, la première des notions, c'est que nous, on est une école d'adresse. Et c'est vrai que quand on parle depuis un certain temps avec des professeurs des écoles et tout ça, ce qui les intéresse dans notre activité, ce sont effectivement tous ces jeux d'adresse qu'on peut faire. J'avais un de mes professeurs des écoles sur Brest qui me disait moi j'ai passé beaucoup de temps avec mes élèves à simplement leur faire distinguer lancer la balle en avant, lancer la balle en arrière, sur le côté droit, sur le côté gauche. C'était des notions qu'il n'avait pas automatiquement. Et il a passé beaucoup de temps là-dessus. Et tous ces apprentissages-là, quand on les fait découvrir par le biais de co-animation aux professeurs des écoles, ils s'en emparent et après, ils viennent souvent te dire « Ah oui, je n'avais pas pensé qu'on pouvait faire tous ces trucs-là. » Et c'est vraiment super. Stéphane? Oui. Effectivement. Stéphane, tu as retrouvé le micro et la vidéo, alors c'est bien. Non, mais je suis passé sur mon portable, j'ai lâché mon ordi. D'accord. Voilà. Tu es en train de dire que l'ordinateur du club de tennis de Quimper n'est pas pertinent, c'est ça, et pas performant? Absolument pas. Merci. Effectivement, donc je voulais rebondir sur les quelques réflexions que j'ai pu entendre qui sont extrêmement pertinentes. Je pense qu'effectivement, c'est une opération sur laquelle on risque d'avoir des retours en club. Effectivement, il va falloir qu'on soit prêt à encadrer des enfants de 3 ans. C'est un public, je vais surprendre personne, hein, c'est un public extrêmement particulier, les enfants de 3 ans. Moi, j'ai eu la chance de suivre quelques formations, notamment avec Valérie Elbarré et puis à la Ligue. Je voulais savoir, Tony, si des modules de formation étaient éventuellement en cours de préparation pour justement sur ces enfants, sur ce public de 3-4 ans, extrêmement particulier pour les enseignants. Écoute, aujourd'hui, vu la situation, je peux laisser peut-être répondre Vincent s'il veut, parce que c'est lui qui est en charge de faire tous les programmes de plan de formation continue. Mais la réponse que je peux juste te donner, c'est que avec le contexte actuel, on a été obligé de revoir un peu notre copie sur toutes les thématiques, d'accord? Et puis que toutes ces thématiques puissent s'imbriquer les unes avec les autres dans le temps, avec tout ce qui se passe. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il faut d'abord, à mon sens, Olivier, c'est pareil, tu peux me contredire si tu veux, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est que mon avis que je vais vous donner. C'est qu'à mon sens, il faut d'abord lancer la formation pour les professeurs des écoles, qu'eux soient prêts, soient partie prenante, etc. Et dans un second temps, qu'on soit en capacité après de proposer des formations aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour un pool d'entraîneurs de secteurs ou de clubs, etc. Et un peu partout en Bretagne, parce que si ce dispositif se lance partout, on aura besoin de forces vives. Mais aujourd'hui, pour être précis dans la réponse, on n'a pas commencé à construire une formation là-dessus.
mais en tout cas, c'est dans les tuyaux, bien sûr. On sera de toute manière obligé de le faire. Donc, Tout à fait. il est évident que ça se fera. Alors, par contre, c'est pas programmé à ce jour. C'est ça que je veux dire. Juste De mon côté, je poursuis de mon côté. J'ai eu l'occasion de suivre une formation durant le premier confinement, une formation à distance avec Olivier Le Thor sur le principe tennis couleur. Alors moi, à titre perso, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je m'en inspire dans mon travail. Et lorsque j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Olivier, parce que lui, il fait des formations en fait sur l'ensemble du territoire. Et lorsque je lui en ai parlé, il me dit, mais moi, la Ligue de Bretagne, en tout cas, je n'ai pas de contact avec la Ligue. Alors, je voulais savoir quelle était la position, justement, de la Ligue par rapport aux interventions d'Olivier Le Thor. Vincent, tu veux peut-être répondre ou... Oui, après, il y a énormément d'intervenants possibles dans tous les domaines. Quelqu'un comme Olivier Le Thor, pour l'instant, on ne l'a pas prévu on va dire sur l'année prochaine, là, pour l'instant, sur on va dire le plan de développement des compétences là, qui devrait sortir à la fin du mois. Olivier Le Thor, c'est quelqu'un qui est déjà venu en Bretagne il y a 3-4 ans. Voilà, donc on essaye de faire tourner un petit peu, mais s'il y a de la demande, voilà, parce qu'en fait, on fait en fonction un petit peu des demandes qui remontent de la part des enseignants. À ce moment-là, il n'y aura pas de souci pour pouvoir éventuellement voir comment le faire intervenir en Bretagne. Voilà. Et concernant le tennis scolaire, pour l'instant, je suis un petit peu en attente. J'ai rien mis dans le plan là, qui va sortir, mais c'est un plan qui s'adapte au fur et à mesure. Et quand Olivier et puis Tony auront des choses un petit peu plus précises, il n'y a pas de souci pour mettre en place une formation, que ce soit pour les formateurs enseignants ou après pour d'autres publics, quoi. Voilà, moi je suis en attente un petit peu de ce que vous me demanderez. Voilà, je te relaisse la main, Tony. Merci Vincent. Moi, je veux bien prendre la main, Tony, juste une minute. En fait, j'ai aussi l'intime conviction que la collaboration entre enseignants des clubs et enseignants des écoles peut aussi peut enrichir les compétences des enseignants des clubs. Je pense que avoir un enseignant expert en maternelle qui a l'habitude de faire de la motricité avec 25 élèves, qui a des stratégies, qui a aussi bien en tête qu'il doit faire progresser aussi ses élèves sur des compétences qui sont autres que motrices. Je pense là aussi que ça peut clairement nourrir un enseignant de club sur comment je fais dans un petit groupe sur un atelier où il y a 5 ou 6 élèves qui sont en autonomie, comment je fais, je suis enseignant de maternelle, voilà, qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte qu'ils puissent être en autonomie et que les élèves continuent de progresser. Je pense que les deux projets se nourrissent et en ce sens, en fait, si certains ont déjà eu l'occasion ou je les invite à aller voir justement les ressources qui sont actuellement déposées sur le site de Canopé, dont le lien figure dans le diaporama, je pense qu'un enseignant de club n'y verra, à mon avis, pas grande nouveauté parce que c'est quand même assez axé sur la motricité, sur le tennis. Donc, je pense que là, vous avez largement l'expertise. Vous pouvez vous dire, en fait, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. L'idée, là, maintenant, c'est que nous, au niveau Canopé, on essaye d'enrichir ce dispositif-là par les éléments qui seraient des éléments plus proches du vécu d'un enseignant de classe. Et voilà, il y a la petite photo qui est derrière avec justement la collègue de Riec qui a déjà constitué ces fichiers de tout ce qui est comptine en rapport avec des balles, avec des raquettes, avec des objets à lancer. Enfin, c'est tous ces éléments-là qu'on peut apporter. Et je me dis assez modestement que ça peut être des éléments qui peuvent tout à fait voir jour sur une séance école de tennis club avec des élèves de cet âge-ci, même s'ils ne sont pas 24 autour du terrain, quoi. Voilà. Voilà, comme ça on peut se voir peut-être, c'est mieux. Il y a Catherine Faux qui voulait prendre la parole. Tony, je vois ça. Ouais. J'ai enlevé la diapo, comme ça on peut échanger si vous voulez.
Vas-y, Catherine. Un peu pour rebondir sur ce que dit Olivier, je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'enrichissement commun notamment que les professeurs des écoles peuvent apporter à l'enseignant du tennis quand il fait du tennis scolaire ou à l'avenir dans le système de la cour au cours, parce que effectivement les professeurs des écoles ont une très bonne expertise de la gestion du groupe et des ateliers, notamment en maternelle. Et je pense que, enfin, moi j'avais l'habitude de dire aux enseignants du club, Stéphane pourra le dire, qu'une fois qu'on a fait du scolaire, on est capable de gérer tous les groupes en école de tennis. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Et il y a un apport commun. Et ça sera d'autant plus facile après d'apprendre à gérer des groupes les tout petits, les 3-5 ans. Tout à fait d'accord là-dessus. Il y a à apprendre de ce qui se fait. Les maternelles, nous par exemple, on travaille déjà avec les maternelles. Et par contre, effectivement, il y a toujours de la réticence à entrer dans les écoles maternelles. Mais dès qu'on y entre et qu'on montre notre savoir-faire, les professeurs des écoles sont tout à fait demandeurs et surpris parce qu'ils ont une vision du tennis, compétition, grand terrain, de ce qu'ils ont vu à la télé, effectivement. Et je pense que c'est important aussi de faire rentrer le tennis dans l'imaginaire, car en fait, on s'aperçoit, nous, pour avoir étendu notre travail scolaire à un plus grand nombre d'écoles sur du secteur un petit peu limitrophe, un peu plus rural, que le tennis, c'est pas un sport de garçon, c'est le foot. Dans les propos des enfants, oh ben non, nous on peut pas faire du tennis. Et les quelques enfants qui disaient, ben nous on va aller faire du tennis, comme retour, ils nous disaient que leurs copains comprenaient pas qu'eux fassent du tennis. Et je pense que c'est bien la preuve que le foot est dans l'imaginaire des enfants, mais pas du tout le tennis. Et je pense que ce dispositif-là peut faire évoluer un peu les choses. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, Catherine, il avait été question pendant Roland-Garros, s'il avait eu lieu en temps et en heure, pas en septembre comme ça a pu être le cas, qu'il y ait une communication nationale pendant Roland sur ce dispositif. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, au même titre que le sport santé d'ailleurs. Il devait y avoir une grosse campagne de communication de la fédération sur ces deux thématiques. Ce n'est que partie remise. Voilà. Je pense que tu as raison, il faut l'image aussi du tennis est à peaufiner aussi par rapport à ces petits, qu'on montre qu'on est en capacité de les accueillir dans de bonnes conditions et parce que c'est vrai qu'ils partent beaucoup au foot ou dans d'autres activités collectives aussi. Vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, j'ai une question. Ouais. Je voulais savoir de quelle manière est envisagé ce temps de formation entre ces professeurs des écoles et les enseignants tennis. Le temps de formation entre le professeur des écoles. Alors, de quelle manière justement penser organiser. Tony, je peux répondre si tu veux, oui. Par rapport à cette question-là. En fait, on ne sait pas trop comment on va procéder. Je m'explique, mais on n'est pas dans le flou pour autant. En fait, c'est bien pour ça que le territoire du Finistère va être un petit peu pilote, parce que dans le fonctionnement du Val d'Oise, ils n'ont pas procédé de la même façon. Là, je ne suis pas forcément très à l'aise lorsque je le dis, parce qu'effectivement, j'ai quand même une forme de double étiquette lorsque je vous parle dans le cadre de cette réunion-là, parce qu'effectivement, je suis référent scolaire. Jusqu'à maintenant, j'étais référent scolaire sur la Ligue. Maintenant, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais bon, l'idée, c'est quand même de continuer sur cette dynamique-là. Je suis également formateur dans l'éducation nationale.
Et l'idée qu'on avait explorée avec Christian Pasquio et qui est discutée avec les partenaires au niveau de l'académie de la Ligue, c'est que je puisse être un petit peu le cobaye. Et donc, au mois d'avril, alors si tout va bien, il y a une quinzaine d'enseignants de mon secteur professionnel qui vont s'essayer en fait. Mais quand je dis qu'ils vont s'essayer, en fait, on va tous s'essayer. C'est-à-dire que ils vont s'essayer, je vais m'essayer, et Tony, qui a jusqu'à maintenant, pour l'instant, on était toujours prévus tous les deux, on va tous s'essayer ensemble et on va voir ce qu'on réussit à faire, les limites de notre dispositif et de quelle manière après on va pouvoir l'enrichir et associer les éducateurs de club. Donc, en fait, l'idée, c'est que on part là-dessus et on voit dans un second temps comment on fonctionne en élargissant encore un petit peu plus la cohorte des différents acteurs de ce dispositif-là, tout en sachant qu'on ne doit pas oublier qu'il y a aussi des formateurs du côté de l'UCEP. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Stéphane, mais voilà où on en est un petit peu dans la réflexion. Après, pour aller un petit peu plus loin dans ma question, est-ce qu'il est envisageable un temps commun pour réunir en club les professeurs des écoles et faire justement des formations? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ce n'est pas prévu comme ça. Pour l'instant. Voilà. Ok. Mais ça reste, je le note, ça reste une très bonne idée. Oui, bien sûr. Quels seraient les freins, Olivier, à ton avis, à ce type d'intervention en club en réunissant l'ensemble des enseignants intéressés par l'opération? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme frein? Parce que, pour l'instant, les gages de sérieux et de pérennité du dispositif au niveau de l'Académie de Rennes montrent qu'il est préférable d'essayer dans un premier temps de fonctionner, on va dire, à l'interne de l'éducation nationale avec l'apport de gens dans la formation. Voilà. Je ne dis pas que l'idée était de fermer la porte, hein, surtout pas, mais il faut y aller crescendo. Je ne sais pas si Christian peut il demande la parole, mais on marche quand même, honnêtement, on marche sur des œufs. Hein, si on veut que le dispositif fonctionne bien, il faut qu'on ait toujours cette idée de pouvoir commencer en septembre 2021, mais de ne brusquer personne. Voilà. Christian? Oui, pour répondre peut-être un peu plus précisément, et je comprends la réponse d'Olivier, hein, le marché sur des œufs, on en est là, on ne veut pas les casser. Par contre, moi, il me semble préférable, plutôt que de faire venir les professeurs d'école vers le club et d'affoler l'éducation nationale, par exemple, c'est plutôt de faire venir les éducateurs tennis dans l'école pour une formation. Et donc, de réussir ce passage-là, ça peut être un tour de force, mais je pense que c'est gage de réussite, en ce sens où faire venir l'éducateur dans l'école, auprès des enseignants, auprès de quelques enseignants, quand les élèves sont présents, un temps où les élèves ne sont pas là, je dis mercredi prochain, avec la personne qui a posé la question, on a prévu un temps de rencontre de 2 heures avec l'enseignant pour montrer les situations, montrer le matériel, et la formation continue sur une première séance avec l'enseignant et les élèves. C'est-à-dire que pour moi, la formation, c'est forcément un temps d'accompagnement avec les élèves. On ne peut pas se passer de ce temps partagé jusque partager les élèves. C'est pas faire à la place de l'enseignant, mais c'est faire avec lui. Et quand on disait échange de compétences, c'est nécessaire, c'est obligatoire et c'est gage de réussite. Et donc, une formation qui serait réussie, c'est une formation qui se tient, d'après moi, plutôt à l'école qu'au club, ce qui rassurait, je pense, mais après les choses peuvent évoluer, hein, je vois les choses comme celle-ci, et puis surtout accompagner avec les élèves. Alors, vous avez bien compris qu'on est plutôt sur un nombre restreint d'interventions pour que cela puisse se mettre en place. C'est bien l'intérêt, c'est entre 0, pas d'intervention d'école, comme le disait Catherine tout à l'heure, c'est une fauque,
rentrer dans une école, c'est difficile, c'est pas simple. Et quand on y est rentré, je pense qu'on a gagné beaucoup de choses. Parce que vous allez gagner la confiance des enseignants, la proximité des élèves, votre savoir-faire, par contre, qui est aussi qui est important dans la gestion des jeux de raquettes, du tennis, chose que ne connaissent pas bien les enseignants, mais ils connaissent d'autres choses. Donc je pense que vraiment, cette formation, il faut la voir vraiment sur un temps partagé, non pas vous qui allez apprendre aux enseignants à jouer au tennis, c'est pas le propos, et les enseignants ne vont pas vous apprendre à gérer les élèves, mais il faut que ça soit partagé. Enfin, voilà, c'est un peu mon avis. Et pardon, j'allais rajouter des choses, et je pense qu'en effet, on fera sans doute pas un appel d'offres monstrueux sur chaque département ou sur l'académie, mais je pense que septembre, on aura quelques écoles dans lesquelles on se sera tourné. Le on se sera tourné, c'est on ensemble, la ligue, l'éducateur, et puis nous-mêmes, et puis le sport scolaire. On interviendra conjointement sur quelques écoles, peut-être sur un trimestre de manière assez précise, et pour ouvrir sans doute davantage dans un second temps. Mais il est sûr qu'on veut faire vraiment du cousu humain dans un premier temps. Voilà, Tony. Parfait, Christian. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou autres? Normalement, enfin, on devait être 1 heure ensemble. Serge, vas-y. Ouais, alors moi j'avais 2 remarques. Je pense, pour l'avoir expérimenté, que c'est toujours difficile d'imposer un truc partout. Je me réfère à Jean-Claude Marchon, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, mais qui autrefois, quand il parlait du mini-tennis, il disait le mini-tennis en scolaire et tout ça, on n'arrivera pas à le mettre partout. Il y aura toujours des freins ici ou là, ou là, ou là. Il disait par contre, quand on a une passerelle qui s'ouvre quelque part, eh ben, il faut y aller. Il faut être bon et il faut mettre le paquet dessus. Deuxième remarque, ça concernait le budget. Parce que l'intervention des enseignants dans les écoles ou autres, c'est vrai que jusqu'à présent, au niveau fédéral, c'était un peu rémunéré, entre guillemets, par les licences et les subventions qui allaient avec. Ça arrangeait bien les présidents de club parce que ça payait une partie de ces interventions. Maintenant, l'objectif d'aller dans les écoles, ouais, c'est très bien, c'est super, mais je me pose la question, comment vont être rémunérés ces enseignants sur ces heures-là? Après, ça sera le boulot de faire passer ça, je sais pas, au niveau des clubs, au niveau de la ligue, comment ça pourrait être rémunéré, quoi, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Là, tu prêches un convaincu, Serge. Et dans la partie du budget de ligue qui est consacrée au déploiement de ce dispositif, une partie du budget sera consacrée à ça. C'est déjà prévu. Voilà. Donc pour salariés, alors on verra la forme, etc., des enseignants pour accompagner les professeurs des écoles. C'est déjà dans le budget. En tout cas, c'est ce qui a été prévu sur le budget de l'année en cours. Voilà, évidemment, là, il y a une nouvelle équipe de ligue, etc. On va voir comment ça évolue. Mais c'est dans notre réflexion, cette fameuse réflexion globale. Et il est évident que, en tout cas, je parle que pour moi, là, si on demande à des enseignants de club d'intervenir, ils doivent être rémunérés pour le faire. Ouais, moi, je pense que si tu veux, pour avoir vu fonctionner le système des subventions, si tu veux, à mon avis, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est un enseignant ou un club qui fait effectivement une formation pour un enseignant dans une école ou un truc comme ça. Et à la suite de ça, il fait un rapport en disant voilà, j'ai fait machin, je sais pas sous quelle forme on peut valider le truc. Et ensuite, à ce moment-là, on donne l'argent correspondant à une action qui a déjà été faite. Tu vois ? Je pense. Je fais remonter les idées. Il n'y a pas de problème.
On en discutera avec le pôle développement là-dessus. Ouais. Catherine, et je Oui. prendrai la parole après, Tony. Oui. Oui. Pour rebondir sur ce que dit Serge, c'est ce qui se faisait à une époque. Enfin, ça a été abandonné quand a été relancé les licences scolaires. Mais moi, pendant des années, j'ai rempli fin juin des documents école par école, nombre de classes, nombre d'enfants, nombre de séances, coût pour le club. Et on envoyait ça effectivement une fois que les actions avaient été faites dans les écoles. Et en fonction du nombre d'élèves, il y avait un quota. Alors, voilà, c'était ce que c'était, mais ça fonctionnait comme ça et je trouvais ça plus cohérent. On avait fait un dossier d'acceptation, enfin, que Olivier connaît bien. On faisait les demandes au départ. Quand on intervenait dans les écoles, on prévenait la Ligue qu'on allait intervenir. Alors, il y avait le dossier qui était fait avec l'enseignant, le conseiller pédagogique, mais il y avait aussi une validation de fait par le référent du tennis scolaire à la Ligue, sur notre entrée dans les écoles, et il y avait le dossier de fin, de validation des actions, avec un compte-rendu. Alors, moi, j'ai pas connu cette période-là, mais on note les idées, mais en tout début de mon propos, voilà, j'avais bien précisé que c'était quelque chose qui était en cours de réflexion au sein de la Ligue. Voilà, donc il n'y a pas de décision de prise, mais on note ces éléments-là. Moi, j'avais pas forcément. Je voyais aussi pourquoi pas rémunéré par les communes. Nous avons été sollicités par les écoles de la commune lors du confinement. Ouais. J'imagine que c'était par rapport au dispositif du 2S2C. Mais voilà, là, en fait, c'est aussi l'expérimentation et puis la visite. Christian Pasquio est venu sur une séance aussi. C'est de voir que ce qui était présenté comme quelque chose qui pouvait se faire avec un axe de formation en amont de la séquence et une conduite en autonomie de l'enseignante, on voit bien que c'est un petit peu encore compliqué. C'est aussi parce que les enseignants de l'éducation nationale, au niveau de la formation sur l'EPS, c'est un petit peu un des parents pauvres en ce moment. Mais donc, on voit bien qu'il y a besoin d'un accompagnement par un éducateur, mais il n'y a pas de décision de prise sur les volumes financiers réels et les modes opératoires au niveau de la Ligue. Pour l'instant, c'est un chantier qu'il va falloir qu'on ouvre pour que ce soit clair pour la rentrée de septembre 2021, effectivement. Benjamin, éventuellement, vous voulez prendre... Ouais, Il y avait... Peut-être c'est ça qu'Olivier, tu voudrais que Benjamin... Oui, je vois en fait par rapport à ce qu'il évoquait sur... Visiblement, c'est par rapport à une expérience précise dans son club. Oui, alors bonjour à tous. Bonjour Tony, merci déjà pour la visio. Moi, je ne suis pas dans la Ligue de Bretagne. Mais lors du premier déconfinement, en fait, on a été sollicité par les écoles de la commune. Alors, c'était c'était même en maternelle, où on est venu aider pour que les effectifs ne soient pas trop importants dans les écoles. Et en parallèle des demi-journées, on intervenait dans des gymnases. Et on mettait en place, je pense, quelque chose qui s'apparenterait à ce que vous avez expliqué en amont sur de la motricité adaptée, orientée un petit peu vers le tennis. Et ces heures-là étaient rétribuées, non pas par le club, ni par la Ligue, ni par la fédération, mais par les communes directement. Donc je pense que ça serait peut-être une bonne piste, sachant que pour tous les clubs, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut, lorsqu'on veut mettre en place des nouvelles actions, pouvoir équilibrer les budgets. Et que je pense que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir équilibrer le budget d'action sur les actions de la cour au cours, puisqu'on a des subventions, certes, mais on n'a pas d'autres, entre guillemets, rentrées d'argent, quoi. Donc, ouais, je pense, mais effectivement, Christian Pasquio le confirme.
Le dispositif sur lequel vous êtes intervenu lors du premier déconfinement, c'était un dispositif qui avait été décliné très rapidement par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui s'appelle le 2S2C en fait, où l'idée c'était de pouvoir accompagner les écoles et les communes dans le retour des élèves à l'école dans un cadre qui était très contraint sur le nombre de groupes d'élèves, etc. Et effectivement, une fois que ce projet 2S2C était validé par l'Éducation nationale, ou je ne sais pas, d'ailleurs c'est peut-être le ministère, quel ministère, en fait, la commune recevait un forfait, en fait, ce qui était une manière de rétribuer après soit les intervenants que la commune prenait, ou en tout cas les salariés de la commune qu'elle déployait sur ce dispositif. C'est ça. Voilà, ok. Bon, bah, en tout cas, je ne sais pas après Tony si tu avais prévu de commencer à conclure, mais effectivement, merci pour les échanges et toutes les pistes qui ont été évoquées justement sur cette dimension liée à l'implication des éducateurs sur ce dispositif-là, tant d'un point de vue expertise et échange de montée en compétences des uns et des autres, et aussi sur le volet financier qu'il va falloir qu'on étudie au niveau de la Ligue, effectivement. Oui, juste encore une fois, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a sur le budget qui a été alloué sur ce dispositif par la Ligue, il y a une partie sur la rémunération de futurs enseignants, comme je vous l'ai dit, c'est acté, en tout cas pour cette année. Donc ça, vous voyez bien qu'on a pris un peu de retard dû au Covid. Maintenant, je m'avance un peu, mais il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas évidemment ce déploiement avec la nouvelle équipe qui est déjà favorable à ça. Mais après, il faut que ce soit validé officiellement, on va dire. On est et on sera de toute manière toujours partie prenante pour continuer, faire avancer, faire évoluer les choses. J'ai noté pas mal de choses par rapport à vos différentes interventions. Catherine, peut-être tu voulais reposer une question. Vas-y, je te relâche juste la parole. rapidement, c'est à Olivier, puisque en tant que conseiller pédagogique, il a peut-être des infos sur ce domaine-là, de savoir s'il y avait d'autres fédérations, par exemple la voile, alors toutes les compétences voile, surf, kayak, qui ont passé des accords avec les communes. Enfin, est-ce qu'il y a des dispositifs? Parce que, enfin, je suis intéressée parce qu'on est on va se réunir bientôt, nous, avec les services de la mairie, pour établir notre nouvelle convention avec les nouvelles les infrastructures qui vont se construire. Et on va travailler dès la fin de la semaine sur la nouvelle convention. Et je sais que va être abordé, puisque la mairie sait qu'on travaille avec toutes les écoles de Quimperlé, je pense qu'ils vont aborder le tennis à l'école, quoi. Et je ne sais pas du tout sous quel angle je ne sais pas. On va faire l'état des lieux dans un premier temps, mais simplement si il y avait des dispositifs puisque je sais que nous, la communauté de pays prend en charge tout ce qui est sport d'eau, kayak, surf dans les écoles et voile dans les écoles. Catherine, je ne sais pas si c'est un dispositif local ou. On se rappelle, Catherine, à ce moment-là, oui, du coup. D'accord. Okay. Tu as mes coordonnées portables? Oui, d'accord. Ouais, voilà, tu peux me rappeler dans la semaine, il n'y a pas de souci. On verra sur le contexte local. Merci. Oui, donc merci. On va peut-être conclure pour notre webinaire de la cour aux cours. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Ça a été assez riche, il y a eu beaucoup d'interventions, donc merci à vous. N'hésitez pas, comme vont le faire Olivier et Catherine, à nous contacter. Si vous avez des questions ou autres, de toute manière, on essaiera d'être bon dans la communication pour vous tenir informé des évolutions de la mise en place de ce dispositif qui nous est cher en tout cas. Voilà, en tout cas, merci à tous et revenez vers nous, encore une fois, si vous avez, ou même des remontées de terrain, on est preneur. Et bon courage pour la suite de la saison. On espère que voilà, ça puisse s'ouvrir un petit peu plus rapidement. On croise les doigts. Merci à vous.
Merci et bon courage à tout le monde.